Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce live consacré aux troubles 10. Je me présente, je m'appelle Béatrice, je suis une enseignante spécialisée et j'exerce toujours actuellement en Seine-Saint-Denis. Donc je suis ravie de partager mon expérience avec vous. Le but étant de vous apporter des éclairages et des informations pour mieux comprendre ce que sont les troubles 10 et surtout mieux comprendre et bien comprendre quelles aides nous pouvons apporter à ces élèves ou à ces enfants atteints de troubles 10. J'ai préparé pour vous un sommaire un petit peu important. Je ne sais pas si nous aurons le temps de tout voir ensemble aujourd'hui. En tout cas, vous pourrez me poser vos questions une fois que nous aurons vu ensemble chaque trouble distinct. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible et du temps qui nous est imparti. Voilà, donc écoutez, le live démarre. Donc la question fondamentale, qu'est-ce que c'est que les troubles 10? Eh bien, c'est quoi? Voilà, nous allons essayer d'y répondre. Alors, c'est quoi un trouble 10? Eh bien, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire 10, qu'est-ce que ça veut dire? En grec, ça veut dire une anomalie, un mauvais fonctionnement ou une altération. C'est vraiment exactement ça l'idée, c'est-à-dire que le développement du cerveau, il y aura un problème neurodéveloppemental. Ce trouble, c'est un trouble cognitif spécifique, c'est une altération d'une ou de plusieurs fonctions cognitives. Hélas, il persiste et dure toute la vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de moyen de compensation pour vivre avec ce trouble. Tous les grands dyslexiques, par exemple, vivent très bien avec ce trouble. Mais il est important de relever que c'est des troubles spécifiques. Il ne s'agit pas de déficience intellectuelle. C'est-à-dire que l'enfant a une intelligence tout à fait normale, a des comportements sociaux normaux, il n'y a pas d'altération de la vue ou de l'ouïe, et il n'y a pas d'atteinte surtout du fonctionnement cognitif global. Voilà. Euh, alors, pardon, j'ai un petit problème. Voilà. C'est bon. Excusez-moi. Alors, ces enfants, évidemment, éprouvent des difficultés à apprendre, à lire, à écrire, à s'exprimer ou à se faire comprendre et éventuellement à se concentrer. Ce sont, comme je vous l'ai dit, des troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire c'est une perturbation. Alors, ce sont les fonctions. Qu'est-ce que c'est que les fonctions cognitives? Ce sont les fonctions cérébrales nécessaires à la perception, l'intégration et le traitement des informations par notre cerveau. Donc, notre cerveau est récepteur de tout un tas d'informations qu'il traite et envoie aux fonctions exécutives. Les fonctions, quelles sont-elles? C'est le langage oral, les fonctions visuo-spatiales et des praxis, c'est-à-dire ça, c'est la coordination motrice dans un but orienté, dans un but précis, la capacité de raisonnement, la capacité également de résoudre des problèmes. Il y a aussi en jeu toutes les fonctions mnésiques à l'œuvre dans les apprentissages et toutes les mémoires impliquées dans les processus d'apprentissage. Donc il y a les mémoires sensorielles, la mémoire visuelle, auditive, kinesthésique, c'est le corps. Je rappelle qu'on apprend à 80% par le canal visuel, c'est-à-dire par nos yeux. Et il y a également la mémoire de travail, la mémoire de court terme et à long terme. Alors, quels sont ces troubles et comment les nomme-t-on? Comment sont-ils catégorisés? Donc, tout ce qui va être une atteinte du développement du langage oral, ce trouble va s'appeler un trouble spécifique du langage oral qui s'appelle la dysphasie. Donc ça, c'est ce qui concerne tout ce qui va atteindre le langage oral. Pour le langage écrit, eh bien, les difficultés d'accès au langage écrit, nous verrons qu'il s'agit de la dyslexie, c'est des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
et éventuellement une sous-catégorie qu'on appelle la dysorthographie, c'est-à-dire c'est une difficulté à mémoriser l'orthographe des mots. En ce qui concerne l'acquisition des nombres, eh bien, ce terme s'appelle la dyscalculie. C'est une difficulté à organiser, à comprendre le nombre et à se servir des outils arithmétiques. En ce qui concerne le développement moteur et un problème, un dysfonctionnement dans le développement moteur et la coordination motrice, c'est-à-dire qu'on appelle les praxies, praxie c'est le mot action, eh bien nous aurons la dyspraxie et une sous-catégorie également qui est la dysgraphie. La dysgraphie étant une difficulté, une impossibilité en tout cas d'écrire correctement, c'est-à-dire que là ce qui est concerné c'est la motricité fine, hein, c'est pour ça qu'on est dans le champ moteur. Et enfin, nous aurons une difficulté concernant les TDAH, c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité associée. Alors, ces termes, hein, ce sont des termes médicaux. C'est vrai que depuis tous ces derniers temps, on entend beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de recherches sur les troubles 10 dans le monde, partout. Et effectivement, ces termes, nous ne sommes pas médecins, hein, nous n'allons pas faire des diagnostics. Ce sont les mots savants, effectivement, qui sont établis sur la base de bilans diagnostiques, établis, bien sûr, par des professionnels de santé, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, neuropsychologues, psychologues, neuropédiatres, et j'en passe. Voilà, donc ce sont vraiment des termes techniques, mais qui sont passés, bien sûr, dans le langage courant maintenant, parce qu'on connaît de mieux en mieux ces troubles grâce aux dernières recherches et toutes les avancées des neurosciences, grâce également aussi au développement des dernières technologies, et notamment à l'image à résonance magnétique, qui nous a permis de bien voir ce qui se passait dans le cerveau, parce que là, personne n'y est allé pour voir ce qui s'y passait, c'est extrêmement compliqué, mais nous avons des images sur des sites tels que l'INSERM, où nous avons des images où on peut voir un sujet normal et un sujet atteint, par exemple, de dyslexie, et on voit bien que les aires impliqués dans le langage sont beaucoup moins activés chez le sujet dyslexique que chez le sujet normal. Alors, pardon. Excusez-moi, il faut gérer beaucoup de choses. Alors, combien sont les 10? Alors, il n'y a pas de grande étude fiable dans le monde. On considère, et ça c'est très variable, parce que c'est en fonction des critères retenus et du degré de sévérité du trouble. Donc, on estime à peu près, on n'a pas vraiment d'études fiables et sûres pour quantifier le nombre de personnes atteintes de trouble 10. On estime à 1 entre 10%, vous voyez, la fourchette est grande dans le monde de personnes atteintes de trouble 10. Ce qu'on remarque, ce sont que les garçons sont 3 fois plus touchés que les filles. Ensuite, on remarque également que 70%, par exemple, des dyslexiques ont des antécédents familiaux, donc c'est un indicateur, hein, c'est-à-dire que dans une famille où il y a beaucoup de dyslexiques, par exemple, on a de grandes chances que l'enfant soit atteint de ce trouble, mais il n'y a pas eu de gène démontré de la dyslexie, ça n'existe pas. Il y a des gènes impliqués dans la migration des neurones, etc., pour pouvoir expliquer ce trouble neurodéveloppemental, mais à proprement parler, il n'y a pas une... Comment dire, c'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental, comme je le disais, c'est-à-dire c'est un dysfonctionnement du cerveau qui transporte de manière moins efficace l'information. C'est ça que je veux que vous compreniez bien. Effectivement, donc, on a à peu près en France 6 à 8% de troubles 10, 5% à peu près dans une classe d'âge. On estime à peu près que 5% d'enfants sont dyslexiques. Il y aurait aussi également 3% de dyspraxiques et 2% de dysphasiques.
Donc, on va revenir un petit peu sur ces termes-là et être plus explicatif sur les troubles concernés. Mais on voit bien quand même que dans une classe lambda, eh bien, on est sûr qu'on trouvera dans notre classe, quand on est enseignant, des enfants en difficulté de lecture qui ne sont pas juste de la difficulté scolaire, mais qui sont un trouble et qu'il va falloir donner des aides à ces enfants pour qu'ils puissent automatiser la lecture. Et là, je vais y revenir. Alors, nous allons commencer par qu'est-ce que c'est, un peu plus précisément, qu'est-ce que c'est que la dysphasie. Donc, la dysphasie, c'est une atteinte d'une fonction spécifique du langage oral. C'est-à-dire que là, la lecture donc, est basée effectivement à partir du langage oral. Et là, ce sont des enfants qui ont du mal à s'exprimer ou à se faire comprendre. Donc, ce sont des enfants qui ne construisent pas le langage. Je rappelle que le langage, se construit bien souvent aux alentours de 5 ans. À partir de 5 ans, le langage doit être construit à peu près. Il va se complexifier par la suite, s'enrichir, etc. Mais les graves difficultés de langage, l'enfant qui est inintelligible, qu'on ne comprend pas, qui n'arrive pas à se faire comprendre, vous comprenez bien qu'on va se retrouver avec des difficultés majeures dans le sens où, dans la moitié des cas, les enfants atteints de dysphasie risquent par la suite de développer une dyslexie. Donc, ils ne seront pas sujets qu'à un trouble, ils risquent d'engager aussi, leurs difficultés risquent d'être plus complexes. Alors, les principales difficultés qu'on repère chez ces enfants. Les capacités donc langagières sont réduites, elles sont déficitaires, le vocabulaire, la syntaxe, les connecteurs, c'est par ce biais qu'on essaye d'observer le niveau de langage atteint par l'enfant. L'enfant, comme je vous le disais, est inintelligible quand il cherche à s'exprimer. La compréhension des messages verbaux est très entravée. L'enfant ne comprend pas, quand on lui donne une consigne, ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc, difficultés d'acquisition du langage oral, des difficultés à communiquer, des difficultés bien évidemment d'apprentissage scolaire, les messages oraux au sein d'une classe, c'est-à-dire élève entre élèves, maître élève ou dans la vie de tous les jours, vont engendrer de grandes difficultés. Ça va avoir des répercussions sur l'intégration sociale et scolaire parce que ça peut produire des risques d'isolement. Ça entraîne une très mauvaise image de soi, une image dégradée de soi. Il y a des fragilités psychologiques très associées à tous les troubles 10. Là, c'est d'une manière assez transversale, voire des troubles du comportement, puisque ça peut générer beaucoup de frustration. Un enfant qui ne comprend pas et n'arrive pas à se faire comprendre. On distingue dans le langage oral, il y a deux versants. Les deux versants peuvent être touchés, soit l'un, soit l'autre. On appelle le versant expressif, c'est la capacité spontanée de l'enfant de s'exprimer, donc on est en expression. Et le versant réceptif, c'est quand on reçoit un message verbal. Donc, il faut distinguer ça, par exemple, je m'explique, parce que effectivement, c'est pas simple et c'est quand même, somme toute, assez complexe. Un enfant, par exemple, où je vais pointer une image et je vais lui demander de me dire le mot. Cet enfant, s'il est atteint de dysphasie, et selon le degré de sévérité de son trouble, il va être en incapacité de me donner le mot à l'oral. Par contre, si je dis le mot et qu'il peut me pointer l'image correspondante, ça veut dire que sur le versant réceptif, il connaît ce mot, il connaît le sens du mot, de ce qu'on lui demande ou de l'image associée, mais sur le plan de l'expression, il est en incapacité de le dire. Donc bien souvent, le versant réceptif est souvent meilleur que les capacités d'expression, que le versant expressif. On est inquiet quand le versant réceptif, justement, est assez touché, et là, ça veut dire que la difficulté, elle est majeure et très sévère. Ce qui va engager vraiment, pour cet enfant,
une rééducation très intense. Il n'y a que par le biais de rééducation en orthophonie que l'enfant peut être accompagné dans ses difficultés. Donc les centres référents du langage sont amenés à pouvoir évaluer les capacités langagières des enfants parce qu'ils Bon, désolé à nouveau, c'est les aléas du direct et de tout le monde qui se connecte sur les réseaux sociaux en ce moment et qui Internet est très très utilisé. Je ne sais si vous avez entendu, alors parce que ben, le format, c'est une grande première pour moi, ce format, donc effectivement, je peux peut-être aller un peu vite ou oublier des choses, je ne sais pas. L'important pour moi, c'est de rester clair par rapport à ce que je vous explique. Donc, quelles sont les aides accessibles quand on comprend bien cette histoire du langage oral et ses difficultés pour des élèves dysphasiques qui ont du mal à comprendre, à s'exprimer et voilà. Alors, effectivement, le modèle oral, le modèle sonore, c'est très très important. Ça, on va y revenir, vous allez voir, pour les dyslexiques. Donc, quand on parle à ces enfants, déjà, on ralentit un peu, je vais vous le faire, son débit de parole. J'accentue la prosodie et l'articulation, mais sans manière trop exagérée, sans trop découper au niveau du visage, de la bouche, etc. Mais c'est que pour la chaîne orale, l'enfant ait le temps de construire, en fait, de construire la représentation et la compréhension du message verbal qu'il reçoit. Ça lui mobilise beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, beaucoup de ressources cognitives surtout, pour comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Donc, on va s'aider de choses, on utilise des mots et des phrases simples. Inutile de rentrer dans de longues explications. L'enfant, on va le perdre, il va y avoir trop de mots. En fait, l'image que je vais vous donner, c'est comme si on était dans un pays étranger et qu'il y avait une langue autour de nous qu'on ne maîtrise pas. C'est un petit peu ça, le parallèle et la petite métaphore autour de ce trouble. Donc, on essaye d'être le plus simple possible dans les phrases utilisées, sujet, verbe, complément. On ne fait pas trop de phrases complexes. On soutient, ce qu'on va soutenir essentiellement, c'est ça que je veux que vous compreniez par rapport à ce trouble, c'est la compréhension. Donc, pour ce faire, si on n'est que sur le langage oral, eh ben, on va utiliser d'autres canaux, notamment ce canal visuel, je vous expliquais, qui est très très important. Le langage non verbal et gestuel aussi, le langage non verbal, les gestes qui accompagnent la parole sont des indices supplémentaires pour que l'enfant puisse comprendre le message qui lui est transmis. Donc en maternelle, c'est effectivement les enseignants de maternelle travaillent, c'est beaucoup travailler le langage oral en maternelle, hein, c'est une grande mission de la maternelle. Notamment les enseignants, on a tous une mission de repérage et de dépistage. Donc, on va travailler beaucoup la conscience, les compétences phonologiques, la conscience phonologique, nommer, faire nommer des images, s'assurer de la compréhension, comme je vous le disais. En élémentaire, quand on va être aux prises avec ces élèves qui, malgré tout, vont être en CP, ils poursuivent un cursus, cela dit, normal pour certains d'entre eux, hein, quand le trouble n'est pas trop sévère, sinon il s'agit d'autres orientations scolaires. On va s'appuyer sur d'autres outils, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la mémoire kinesthésique. La mémoire kinesthésique, c'est la mémoire du corps. Donc, il y a des méthodes pour l'apprentissage de la lecture, notamment, et c'est un intérêt, je vous l'ai mis à la fin du PowerPoint, la méthode Borel-Messoni, c'est-à-dire pour étudier les sons, bah, qu'est-ce qu'on fait? On associe un geste, c'est-à-dire qu'on va avoir deux canaux de mémorisation. Il va y avoir le canal visuel, oral, auditif, etc. sollicité, mais on s'adjoint également le langage corporel, la mémoire sensorielle kinesthésique. Donc c'est c'est une aide en plus qui permet aux enfants
enfin c'est ce qu'on espère en tout cas, de pouvoir enregistrer en mémoire tous les éléments qu'on cherche à leur faire enregistrer. Donc effectivement, pour les enfants dysphasiques, comme je l'expliquais, il y a quand même une chance sur deux qui développent la dyslexie. Donc tous les outils concernant la dyslexie que nous allons voir après sont bien sûr formidables pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait adaptés. Donc on associe, pour résumer, on associe le plus souvent des mots oraux et écrits à l'image. Ça, c'est l'idéal. À la maison, effectivement, pour les parents aux prises avec un enfant dysphasique, effectivement, on fait répéter le mot. On n'insiste pas si la reproduction du modèle n'est pas bonne. On le fait faire une fois, deux fois. Si on voit que la reproduction du modèle sonore, du modèle oral, hein, le mot, si je dis bateau, l'enfant me dit oh, j'essaye de lui faire répéter. Il y a des enfants qui peuvent être en capacité de répéter correctement malgré tout. Donc, on essaye de faire répéter des mots, des petites phrases en situation, ça c'est toujours pour le biais de la compréhension, et on n'insiste pas, effectivement, comme je vous disais, si le modèle reproduit n'est pas satisfaisant. L'idée vraiment principale et maîtresse, c'est s'assurer de la bonne compréhension de l'enfant. C'est-à-dire qu'il est perçu, il est suffisamment perçu d'indices, on lui a donné suffisamment de repères pour qu'il puisse comprendre ce qu'on est en train de lui dire, ce qu'il doit faire, etc. Donc c'est valable pour les consignes, c'est valable dans la vie de tous les jours, c'est valable pour tout le temps. Voilà pour la dysphasie. Alors, nous allons attaquer un gros morceau qui concerne beaucoup de personnes, notamment bien sûr les enseignants, mais pas seulement. Toutes les familles sont concernées de toute façon à la maison, en privé, dans le cercle familial par ces troubles, hein, quand l'enfant est dyslexique ou dysorthographique. Donc la dyslexie, la dysorthographie, c'est un trouble spécifique d'accès au langage écrit. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur le langage oral, on est sur le langage écrit. Donc c'est un trouble qui se manifeste essentiellement lors de l'apprentissage de la lecture. Donc c'est pour ça qu'on détecte beaucoup d'enfants au niveau de la classe de CP. Par ailleurs, le prédicteur de la dysphasie sur le langage oral est un prédicteur, par exemple, d'une dyslexie ultérieure. Donc, c'est des enfants fragiles et on sait, ils sont repérés. Donc, on sait qu'on va être attentif à l'entrée en lecture de ces enfants. Donc, ça entraîne vraiment une altération significative de l'apprentissage de la lecture ou de la production d'écrit et de l'orthographe, c'est-à-dire la dysorthographie, c'est une incapacité pour l'enfant à mémoriser l'orthographe des mots. Les dyslexiques, ils possèdent généralement aussi une discrimination auditive et visuelle assez faible, ce qui ne leur permet pas de stocker en mémoire le nom des lettres, le son qu'elles produisent, etc. C'est toute la difficulté d'automatisation de la lecture. C'est dû effectivement à, on revient toujours, ça j'espère que vous l'aurez bien compris, ce problème neurodéveloppemental, c'est-à-dire là ce sont les aires du langage qui sont appliquées, la forme visuelle de la reconnaissance des mots et les aires du langage de Wernicke et Broca. Donc c'est la mauvaise connectivité entre ces aires, hein, comme je vous expliquais, l'activation du transport de l'information dans ces zones est mauvaise et pas efficace. Donc c'est ce qui explique toutes les difficultés d'automatisation des sons et de cet apprentissage de la lecture. Voilà, il est à noter aussi justement la discrimination auditive et visuelle, comme je vous l'expliquais. En CP, les enseignants, l'apprentissage de la lecture se fait sur le phonème. Alors, qu'est-ce que c'est le phonème? C'est un terme un petit peu technique. C'est un son. Quand les parents sont à la maison, effectivement, on demande, ben voilà, qu'est-ce que tu as vu comme son aujourd'hui? Donc voilà, un phonème, c'est un son de la langue. Mais c'est vraiment la plus petite unité sonore. Donc c'est très, très difficile à discriminer.
On a la conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est une réflexion sur ce qu'on entend quand on est dans cet apprentissage. On a en fait deux sous-chapeaux sous la conscience phonologique, la conscience syllabique et la conscience phonémique. Donc la conscience syllabique, les dyslexiques y ont accès, la conscience phonémique aussi, mais elle peut être partielle. Et puis c'est vraiment très très difficile de découper les unités sonores, par exemple dans bateau, pour comprendre qu'il y a un B, A, T, O, eh ben, c'est quand même un apprentissage très très complexe. Alors, les diagnostics et les repérages, il faut qu'il y ait à peu près un retard d'un an et demi à 2 ans pour attester d'une dyslexie. Ça se fait généralement au début de la classe de CE2. On a une prédiction en maternelle, comme je vous l'expliquais auparavant. Ensuite, ce dépistage ce diagnostic se fait sur la base d'un bilan. Alors ça peut être un bilan, les orthophonistes sont habilités à poser ce type de diagnostic, les neuropsychologues, neuropédiatres, etc. Donc ce sont vraiment les professionnels de santé qui posent ce diagnostic de dyslexie ou de dysorthographie. Alors, pour bien comprendre un petit peu et mesurer l'impact dans les apprentissages de ce trouble, j'ai souhaité revoir avec vous un petit peu les apprentissages fondamentaux. Là, je fais vraiment très concis là, mais effectivement la mission de l'école c'est d'apprendre les savoirs fondamentaux, c'est apprendre à dire, c'est-à-dire parler justement du langage oral qui s'acquiert par les pairs et ne fait pas l'objet d'un enseignement spécifique, mais qui fait partie du développement naturel de l'individu. Et pourtant, l'acquisition du langage oral, finalement, est beaucoup plus complexe que l'apprentissage de la lecture. Donc, vous voyez bien pourquoi il y a une sorte de hiérarchie dans les troubles 10 par rapport aux atteintes sur le langage oral. Pourquoi ça nous paraît un petit peu plus sévère? Parce que là, quand le langage oral est altéré, eh bien effectivement, il va y avoir des répercussions sur l'accès au langage écrit, comme je vous l'expliquais. Donc, je rappelle le processus temporel de l'apprentissage de la lecture, parce que c'est important pour moi que vous compreniez ça, parce que par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez bien comprendre, enfin je l'espère en tout cas, c'est mon souhait, où ça se passe. Donc le processus de la lecture, je rappelle que l'écriture, ça a 5000 ans, c'est pas très vieux dans l'histoire de l'humanité, et en fait la lecture c'est le codage de l'oral. Donc cette histoire de la lecture, c'est je dis, langage oral, je parle, je dis quelque chose, l'homme a inventé un code, donc je l'écris. J'écris ce que je dis, je transcris ce que je dis, et ensuite, je lis ce que j'ai écrit. Donc, il y a deux codes, vous voyez bien, il y a un code, il y a ce qu'on appelle deux procédures dans cette histoire d'apprentissage de la lecture. Il y a la procédure de décodage, puisque c'est un code, la lecture, et la procédure d'encodage, c'est-à-dire que j'écris, c'est une procédure d'encodage. Donc, je voudrais ça, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, les processus de la lecture, donc c'est ce que je vous dis. Et lire, c'est comprendre. Le déchiffrage, c'est pas de la compréhension. Quand on lit, on a accès au lexique. Tout de suite, on comprend ce que veut dire le mot, on le connaît, etc. Alors, on a deux procédures, comme je vous disais, qui ne sont pas les processus de l'apprentissage de la lecture. Pour l'apprentissage de la lecture, il y a deux apprentissages qu'on apprend aux enfants en CP tout le long de la scolarité. C'est la procédure de décodage, c'est quand on est sur le mot écrit et qu'on est à l'oral, c'est-à-dire que l'enfant va lire un texte, ça c'est la procédure de décodage. L'enfant est obligé de décoder deux sons, désassocier les sons, etc. Hop, d'avoir le mot dans sa tête, il peut accéder à son stock lexical et sémantique. Connaît ce mot, il sait ce qu'il veut dire. Et puis, il y a un autre travail aussi qui se fait beaucoup, et les deux exercices
ensemble construisent les capacités et les compétences en lecture, c'est la procédure d'encodage. C'est-à-dire que là, on passe de l'oral à l'écrit. C'est-à-dire que c'est un autre sens de la lecture. Il faut, par exemple, sous la dictée, l'enfant transcrive quelque chose qui reçoit un signal au niveau du sonore, au niveau d'une forme sonore, et qui transcrive par les sons, par l'écrit. Donc voilà, ça c'est les deux processus essentiels utilisés dans l'apprentissage de la lecture, et ils concourent comment dire, à mettre en place les compétences en lecture de manière, d'ailleurs, sur les procédures d'encodage, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est sous la production d'écrit, cette histoire du passage de l'oral à l'écrit, où on consolide les compétences en lecture. Donc, sur l'apprentissage lui-même de la lecture, il y a deux processus qui existent concomitamment, hein, ils coexistent ensemble. C'est-à-dire, c'est la voie directe, ce qu'on appelle la voie directe ou la voie d'adressage. On a accès au stock lexical en mémoire tout de suite. C'est les procédures expertes, c'est comme vous et moi. Là, je suis en train de lire, mon cerveau, il perd pas de temps à réfléchir à ce que je suis en train de lire. Tout de suite, les mots sont dans ma tête, je vais les chercher. Il n'y a pas de souci, c'est la voie experte. Et on a la voie indirecte ou d'assemblage. Ça, c'est l'accès aux conversions, graphèmes et signes écrits et aux phonèmes son des lettres. C'est l'apprentissage qui se fait en lecture en classe de CP. Donc, les enfants de CP sont essentiellement sur cette voie, la voie indirecte, puisque c'est celle-ci qu'on élabore avec eux, qu'on rend transparente avec cet apprentissage quotidien, journalier, d'un son, etc. Et on espère, voilà, chez ces enfants, que plus ce travail est effectué, plus ils vont automatiser la lecture en mémoire et plus ils vont accéder à la voie directe. Dès qu'un enfant accède à la voie directe, il n'est plus centré, il ne passe plus son énergie à être centré sur le code lui-même, à déchiffrer le mot, il est tout de suite sur le sens, d'où l'importance de lire, c'est comprendre. C'est ce qu'on cherche à obtenir des élèves, enfin des enfants et des élèves. C'est-à-dire que la lecture soit efficiente et que l'enfant comprenne ce qu'il lit. Donc, dans le cas des dyslexiques, il peut y avoir l'une ou l'autre voie touchée, ou bien les deux, ce qui ne permet pas à ces enfants dyslexiques d'automatiser la lecture. Donc ils restent toujours, ils passent énormément de temps à déchiffrer, ils écrivent ou lisent en faisant beaucoup d'erreurs, en se trompant, en ne donnant pas le bon son par rapport à la lettre. Il y a beaucoup, voilà, ils sont empêchés dans leur faculté d'automatiser ce processus de lecture et d'automatiser la lecture. Donc, effectivement, on appelle ça plutôt une dyslexie lexicale ou de surface. Vous savez, quand un enfant, il écrit ko, ka, QO ou KO, ou au lieu de co, par exemple, c'est O. Bon, bah là, on est dans quelque chose où l'enfant cherche confusément à mettre un son, mais il n'a pas ces capacités d'automatisation des sons en mémoire, ni de retenir par ailleurs la forme orthographique des sons qu'il étudie. Voilà, ça, on appelle ça une dyslexie lexicale ou de surface, puisqu'il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une fonction visuospatiale dont j'ai parlé, mais j'en ai parlé très vite, qui intervient dans ce processus de lecture. C'est-à-dire que c'est le balayage, il ne s'agit pas d'acuité visuelle, hein, c'est pas voir une image floue ou nette. Là, on appelle ça les fonctions visuospatiales, c'est-à-dire la capacité, la prise d'indices par l'œil, œil-cerveau, d'un balayage du mot, d'une séquence de lettres, du début du mot à la fin du mot. On peut avoir des perturbations aussi à ce niveau-là. Par exemple, donc un enfant qui lit, quand vous l'observez en train de lire, il peut faire effectivement avoir un mauvais séquençage de lettres, c'est-à-dire le mot dame, par exemple, il va vous lire me da. C'est-à-dire qu'il perturbe les repères spatiaux, le repérage spatial est pas très bien installé et donc il y a une difficulté supplémentaire à bien, à bien balayer le mot du début, chaque lettre à la fin. Ça, c'est une difficulté qu'on retrouve effectivement dans la dyslexie de surface.
L'autre atteinte, c'est la dyslexie phonologique, quand la voix d'assemblage est touchée, c'est-à-dire que là, l'enfant discrimine très mal les sons, comme je vous l'expliquais, et n'entend pas les sons, c'est-à-dire il n'entend pas... vous allez faire écrire un enfant, vous allez lui, par exemple, lui demander d'écrire mi, il va vous écrire ta, par exemple, ou a, t, ou quelque chose qu'il ira chercher en mémoire, d'approchant, voire pas du tout. C'est-à-dire la dyslexie phonologique, l'enfant peut quand même commencer à conceptualiser la lecture, mais peut ne pas aller chercher le bon graphème, on appelle ça, c'est-à-dire la bonne orthographe du mot. Par exemple, pour le son O, on peut avoir plusieurs orthographes et le son O s'écrit de plusieurs manières avec différentes lettres. Donc on peut avoir exactement à cet endroit-là aussi des atteintes sur les capacités faibles phonologiques, phonémiques ou voire syllabiques de l'enfant. Bien souvent, on a une dyslexie plutôt mixte qui est plutôt fréquente effectivement chez les enfants dyslexiques. Donc là, il y a un enjeu majeur. L'enfant, il déchiffre ce qu'on peut remarquer comme en termes d'impact sur l'automatisation de la lecture. L'enfant déchiffre très très lentement, c'est très coûteux pour lui, il se fatigue beaucoup, ça engendre beaucoup de fatigabilité, ça leur demande beaucoup de ressources cognitives et surtout pour des résultats médiocres. Donc il y a... Je vais revenir après sur les difficultés. Donc il y a effectivement quelque chose où il faut être très attentif à ne pas obliger l'enfant à lire si vraiment c'est extrêmement difficile pour lui. Vous comprendrez aisément que si l'enfant n'arrive pas à déchiffrer correctement les mots, eh ben, il ne va pas accéder à la compréhension des textes, des phrases qu'il doit lire. Et c'est ça le handicap majeur finalement dans cette histoire, c'est que l'enfant n'accède pas à la compréhension du langage écrit, voilà, des textes, des mots, des phrases. Donc c'est quand même, à l'heure actuelle, dans notre société environnée d'écrits, etc., ça peut être un handicap si le trouble est très sévère. Alors, les difficultés, effectivement, voilà, qu'on peut voir auprès de ces enfants. Donc, on a, comme je vous l'expliquais, des confusions auditives pour des sons très proches. F, v. C'est très difficile à distinguer la prononciation et de pouvoir bien comprendre, à distinguer ces deux sons. On peut avoir donc en fonction de troubles visuospatiales également des confusions visuelles. Hein. C'est pas l'acuité visuelle dont il s'agit, c'est une histoire d'espace, de lettres proches où l'enfant, les axes spatiaux ne sont pas bien installés en lui et donc il n'arrive pas à discriminer visuellement la différence entre un U et un N par exemple. Ce que je vous expliquais aussi, il peut y avoir des confusions temporelles, hein, et, ma, dame, voilà, ça c'est ce qu'on peut trouver aussi. Des confusions spatiales, ça a toujours trait aux confusions viséospatiales. Ces lettres, elles sont graphiquement très proches. Si vous les mettez comme ça dans un tableau en croix, vous verrez qu'en fait, c'est juste la barre qui est le signe distinctif selon qu'il est placé à droite, à gauche, en bas, en haut. Vous voyez que les mots spatiaux et le sens spatial des choses, hein, bien sûr, notre façon de nous situer dans l'espace, ça intervient aussi dans l'apprentissage, bien sûr, de la lecture et tout un tas d'autres apprentissages. La conscience phonologique qui peut être déficitaire, je n'y reviendrai pas, hein, la discrimination auditive, les désorientations spatiales et temporelles, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Et on remarque parfois l'enfant se crispe, il est très très concentré, ou alors il peut complètement décrocher, se disperser parce qu'il est très fatigué tout simplement. Il décroche, il n'en peut plus de cette surcharge cognitive et de ces difficultés qui sont des obstacles qu'il n'arrive pas à surmonter.
Donc on peut avoir également une écriture lente, de nombreuses fautes d'orthographe. Alors certaines phonétiquement peuvent être plausibles. L'enfant malgré tout fait des acquisitions, donc il tâtonne, il essaye de sortir un son, en tout cas l'écrit d'un son plausible, et d'autres qui peuvent être aberrantes. C'est-à-dire pour ma part, pour avoir eu à m'occuper d'enfants la grande section jusqu'au CM2, voire des non-lecteurs en CM2. Un enfant en CM2 non-lecteur, pour tout un tas d'autres raisons, hein, par ailleurs, qui, sous la dictée, vous écrit une succession de consonnes, la alerte rouge, on se dit, oh là, on va faire un bilan orthophonique, bien sûr, parce que là, ça veut dire que l'enfant est très très loin des acquisitions de lecture, il n'y a pas, même pas des petites choses sur lesquelles qu'il est en train de construire et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Ce que je voudrais dire par ailleurs également, j'y reviendrai à chacun des troubles que nous allons voir ensemble, il faut être très vigilant sur l'impact psychologique de ces troubles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la mauvaise estime de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? La fatigabilité, je l'ai dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire la mauvaise estime de soi? C'est que, comme c'est un trouble neurodéveloppemental, l'enfant est né avec ce trouble. Il ne le sait pas, bien sûr. Personne ne lui a expliqué. Personne ne le sait avant qu'il soit diagnostiqué et avant qu'il fréquente l'école et les apprentissages. C'est juste à ce moment-là que ça va se déclencher. Mais il perçoit en lui une difficulté. Il se construit avec cette difficulté. Et il y a une énorme pression, qu'on le veuille ou non, hein, sociale, scolaire, voire familiale, que sont l'acquisition des savoirs fondamentaux. Donc l'enfant est en échec. L'enfant n'y arrive pas, il n'y arrive pas vis-à-vis de ses pairs, il n'y arrive pas en classe, il n'est pas en réussite, il y a des choses qu'il ne comprend pas, qu'on ne lui explique pas. Donc il se construit en pensant que ses difficultés sont de son fait, que c'est lui qui est nul. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, j'ai déjà vu des enfants aller jusqu'à la dépression. C'est-à-dire que là, il faut effectivement, parallèlement à une rééducation en orthophonie qui est indispensable pour améliorer les compétences d'accès au langage écrit, il faut également voir du côté d'une prise en charge en psychologie, enfin qu'un psychologue, pour pouvoir travailler justement cette estime de soi. Parce qu'il faut que les choses soient expliquées à l'enfant. C'est quand on fait un travail de clarté avec l'enfant, qu'on lui explique, qu'on essaye de voir avec lui quels sont les obstacles qu'il rencontre et de parler avec lui des difficultés qu'il rencontre, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il n'a pas compris, de ce qu'il ne sait pas faire, de ce qu'il ne sait pas, que effectivement on a une chance à ce que l'enfant comprenne que bon, effectivement, il est dans difficulté, que ces difficultés vont s'améliorer parce que des prises en charge adaptées sont mises en place ou qu'on a mis en place les aménagements pédagogiques ou autres suffisants pour l'aider. Donc c'est très très important de veiller à cette fragilité d'impact psychologique. Il ne faut pas le négliger parce que bien hélas, on retrouve toujours un impact psychologique négatif chez ces enfants et surtout avec une très mauvaise estime d'eux. Bien. Je suis un peu longue. Alors, quelles aides apporter? Alors, j'espère que... Bon, bah, c'est très intense quand même, hein, les troubles 10, et puis c'est pas en ce PowerPoint que vous allez tout comprendre. Bon, j'espère quand même un peu que ça soit plus clair pour vous. Mais du coup, ça vous permet, si vous avez compris où ça se passait par rapport aux troubles, de comprendre un petit peu les outils qu'on doit utiliser pour ces enfants. Alors, ces enfants, majoritairement, et pour tous les troubles, ont besoin de repères explicites supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va aménager, on va adapter pour eux les choses pour que ça soit plus lisible, que ça soit à leur portée et qu'ils puissent s'y repérer. Donc, en fait, on apporte des supplétifs pour que l'enfant puisse
compenser ces difficultés, hein, parce que le but, c'est la compensation de ces difficultés. L'amélioration des compétences, elle se fait, il n'y a pas de problème. Le développement de l'enfant, les rééducations, la mise en place de soins, etc. Les compensations, il y a des enfants qui compensent très très bien parce que le degré de sévérité n'est pas, justement pas trop sévère ou léger, et donc ils compensent tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'aide psychologique, voire même d'un orthophoniste. Ça arrive, ça arrive. Bon, par contre, pour des enfants à l'école, comme je vous disais, il y a la pression scolaire, il y a la pression de la performance sociale, familiale, etc. Alors, on apporte des outils. On va, comment dire, épurer les supports qu'on va utiliser pour ces enfants. On ne va pas leur proposer une fiche avec plein de lectures sur la fiche. Non, on va se consacrer à est-ce qu'ils vont être en capacité de lire cette petite phrase, etc. On va épurer les supports. On va utiliser également des polices de caractère très épurées, Vardana, Arial, etc. Parce que on a remarqué que, comme je vous l'expliquais, que comme la discrimination visuelle peut être faible, parfois les personnes dyslexiques s'appuient sur des détails des lettres, mais du coup se dispersent, se distraient par un détail qui vient les perturber. Donc on va simplifier, on va prendre des polices beaucoup plus simples, sans empattement, etc. Donc il y a des types de polices, vous irez voir ça, ça existe, pour aménager les supports. On va réduire donc la quantité de textes écrits. On va apporter des outils individuels. Quand l'enfant est en CP, par exemple, un sous-main des sons, c'est un outil visuel où l'enfant va pouvoir aller rechercher l'information. On va mettre à sa disposition des banques de mots, surtout avec des images, puisque si l'enfant ne sait pas lire, il ne va pas pouvoir décoder le mot ou il va être en difficulté. Donc, on lui prépare comme ça un petit lexique d'images avec juste les mots en script en dessous. On peut doubler de la cursive, mais pour moi, la cursive, elle ne sert qu'à écrire soi-même, alors que dans tous les livres, c'est la script qui est utilisée. Donc, on lui construit un petit répertoire de mots, parce que ça va être des outils dont il va pouvoir s'emparer pour pouvoir écrire. On prend bien évidemment en charge la lecture orale pour la compréhension, hein. Voilà, c'est de la même façon un peu que les dysphasiques. On va prendre en charge la lecture orale parce que si on s'attelle à la compréhension d'un texte, eh bien, il est préférable, si l'enfant ne sait pas lire, qu'il nous réponde à l'oral, parce que généralement, comme je vous le disais, ces enfants sont intelligents et ils sont très pertinents à l'oral. Bon, s'il n'y a pas un trouble associé de dysphasie, bien entendu. On va favoriser les exercices à trous, les QCM, parce que si l'enfant également a des difficultés, on va le voir par la suite, de dysgraphie, a du mal à écrire, etc., eh ben, on va réduire la quantité d'écrits qu'il devra faire. On va procéder par plutôt des QCM. Donc, privilégier le contrôle des connaissances à l'oral. Il existe aussi utiliser l'ordinateur, ça c'est vraiment de bons outils. Il y a des logiciels, il existe tout un tas de logiciels de reconnaissance vocale, etc. Voire de petits logiciels, il y en a un qui s'appelle Lire en couleur d'OpenOffice, où c'est un logiciel qui va mettre des couleurs ou des cuvettes pour la lecture, des aides à la lecture, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, effectivement, il y a de nombreux logiciels aussi qui existent. À la maison, on va préférer, moi, voilà, ça c'est ma position, après il y en a plein d'autres qui existent. Je trouve que pour les familles, c'est très compliqué de revenir comme les enseignants. Alors, en cette période de confinement, c'est aisé de dire ça, mais à la fois, on comprend la difficulté dans laquelle se trouvent les familles actuellement qui doivent se substituer aux enseignants, et ce n'est pas leur rôle, bien évidemment. Donc, ce que je conseille à ces familles pour des enfants qui seraient atteints de dyslexie, c'est au contraire, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, produire de écrire est une façon, là il y a plein d'études qui le montrent, de développer les compétences en lecture. Parce que l'effort cognitif, il est différent, il utilise d'autres processus cognitifs à l'œuvre dans l'apprentissage de la lecture, beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a le geste de la mémoire, de l'écriture, de la main qui écrit,
qui va accompagner la mise en mémoire des mots et de la lecture, voilà, du mot. Donc, faire écrire tous les jours un enfant un peu dyslexique, aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le mot aujourd'hui, aujourd'hui j'ai fait telle chose, aujourd'hui j'ai fait telle chose, aujourd'hui j'ai fait telle chose, ne serait-ce qu'il va y avoir tout un tas d'acquisitions qui vont se mettre en place, ne serait-ce que ce mot aujourd'hui qui ne sait pas lire ou découper en séquences de sons, eh ben, il va en avoir une reconnaissance globale et puis quand il rencontrera par la suite, il le reconnaîtra et il saura le lire de manière globale, bien entendu, mais bon, voilà, c'est le but. Donc effectivement, pour les familles, bien sûr, vous pouvez réviser les sons, il y a tout un tas de jeux qu'on peut organiser autour du développement de la conscience phonologique, chercher des mots avec tel son, etc., etc. Mais pour ma part, je considère que faire écrire tous les jours un enfant, alors bien sûr, si on lui prépare un petit cahier lexique de mots sur lesquels il peut se référer, s'il a besoin d'écrire le mot chien, qu'il puisse aller chercher le mot chien. Ça, dans la démarche, c'est très très intéressant. Ça veut dire qu'il repère, alors s'il y a une image, ben, là, il la repère plus vite et il recopie effectivement le mot. Mais cet aller-retour entre aller chercher le mot, ça, c'est très porteur également. Donc voilà, moi, c'est le simple conseil que je donnerais là pour les familles. Après, le reste, bien évidemment, ressort de la pédagogie et des enseignants avec tout un tas d'outils pour développer la conscience phonologique, les jeux de l'auto autour des rimes, des syllabes, des chansons, etc. Voilà, à partir de photos aussi également, ce petit travail là à la maison, il peut être obtenu pour obtenir soit un mot, soit une phrase à l'oral, pour ensuite l'écrire. Et alors là, on fait ce travail que font les enseignants. Alors, qu'est-ce que tu entends? Tu viens de me dire ce mot. Qu'est-ce que tu entends? Alors, tu veux écrire cette phrase. Je suis allé jouer, par exemple. Donc, on fait segmenter le nombre de mots à l'oral. Il faut bien que l'enfant perçoive combien de mots il va avoir à écrire. Et puis, par rapport à un mot qu'il ne sait pas écrire, jouer, par exemple. Alors, on fait ce travail. Qu'est-ce que tu entends dans jouer? Alors voilà, là l'enfant, il va devoir effectuer une recherche, réfléchir. C'est ça en fait l'apprentissage de la lecture, c'est quand les enfants apprennent à lire, c'est ils réfléchissent, jouer. Alors voilà. Et là, s'ils ont des sous-mains, effectivement, là il y a tous les outils de l'enseignante, les sous-mains des sons, les lutins des sons, enfin quels que soient les supports choisis par les enseignants, l'enfant peut s'y référer et simplement en effectuant ce travail, ça peut être une bonne méthode pour les familles à la maison. On est... C'est vrai, il y a des conversations dans le chat. Est-ce que j'ai des questions? Un peu. J'ai des questions un peu. Attends. Ah oui, il y a non, tu t'es déconnecté. Oh là là. Alors, il y a Stéphanie Micoud. Je suis déconnectée, Attends. pardon. Alors, je te remets le chat. Alors, je vais faire une petite pause. Là, je regarde avec mon assistante. J'ai une assistante luxe. Vous avez été nombreux à écrire des questions et puis je vois passer notamment, parce qu'on peut peut-être faire un petit point d'arrêt maintenant pour traiter vos questions avant d'aborder les autres thèmes, hein, parce que comme vous le voyez, c'est riche, intense et il y aurait beaucoup à en dire en plus. Hein, j'oublie des choses, mais bon, c'est pas grave, j'essaye de vous dire l'essentiel en tout cas. Donc il y a une question je crois, Stéphanie, qui a plusieurs enfants, qui est maman à la maison et qui a plusieurs enfants atteints à la fois de dyslexie, de dyspraxie. Je sais plus, parce que voilà, là c'est les dernières. En fait, tu n'étais plus connectée. Bah oui, mais bon, du coup, Alors. Stéphanie Micoud, je suis maman de... Attends, je vais la retrouver. Oui. Excusez-nous pour cet intermède. Parce que il faut quand même que je m'attarde pour répondre à vos questions et que j'essaye de les traiter, si je peux y répondre, hein, parce que je n'ai pas la science infuse. Je suis experte un peu dans mon domaine, mais voilà, comme je suis experte, j'estime que je ne sais rien. Voilà, c'est tout à fait ça. Je vous fais part un petit peu de ce que je sais, mais à la fois pour vous montrer l'ampleur des choses qu'il y a à connaître et qui sont très complexes. Tu n'as plus le début, mais par contre, tu peux prendre
c'est Tania qui est plutôt collège-lycée. Ben non, je voulais répondre à une maman qui avait 4 enfants, c'était voilà. intéressant. Stéphanie. Elle est où? Stéphanie. Ben oui, mais alors je vois pas le message. Attends, je vais te le redire. Pourquoi je vois pas le... Ah oui, non, je vois pas le message de Stéphanie Micou. Bon, alors il y a un message qu'on cherche de Stéphanie Micou qui a 4 enfants. Alors, voilà, 2 dyslexiques, 10 dyspraxie, 10 orthographiques et puis trouble de l'attention. On arrive à la fin. Stéphanie, comment vous dire, quand je disais que... Excusez-moi, des antécédents familiaux, je ne sais pas s'il y en a au sein de votre famille, mais là, on voit que vos 4 enfants sont atteints d'un trouble 10. Ça doit être une sacrée paire de manches, effectivement. Je vous tire mon chapeau, parce que ça ne doit pas être évident pour vous tous les jours. Effectivement, en plus, bon... essentiellement, on n'est que dans des troubles 10, donc des enfants chez vous qui n'accèdent pas à la lecture, des enfants dyspraxiques, donc je vais y venir après, là on est sur le plan moteur, de difficultés praxiques, d'automatisation. Sur tous les troubles 10, on est sur une histoire d'automatisation, ce qui ne permet pas l'autonomie de l'élève. En gros, c'est ça le raccourci. Donc là, sur les praxies, vos enfants dyspraxiques, des difficultés de planification motrice, d'organisation du geste, voire de repères visuo-spatiaux perturbés, c'est-à-dire la perception de la feuille, des cahiers, du tableau en classe, c'est extrêmement compliqué. Donc, ça, c'est votre état actuel des choses. Alors, je ne sais pas comment vous parvenez à faire travailler vos enfants. Effectivement, donc sur vos 2 enfants dyslexiques, je ne connais pas le niveau de classe et je ne connais pas non plus le degré de sévérité des troubles. Je ne sais pas si vous êtes sans doute même certainement en lien avec un service de soins. Ou des services de soins, je ne sais lesquels, en tout cas à minima pour moi, une orthophoniste. Je ne sais si vous êtes en lien avec elle et si elle vous guide, elle vous accompagne pendant cette période de confinement. En ce qui concerne vos enfants dyslexiques, mais là c'est difficile pour moi quand même pour ça de répondre. La piste, moi, de la production d'écrits ou à partir de photos, etc., me paraît essentielle à tout niveau de classe. Après, ça dépend du degré de sévérité du trouble. On peut quand même exiger, c'est ce qu'on appelle chez les orthophonistes un exercice de fluence, c'est-à-dire la fluence du débit de lecture quand je lis. Plus mon débit de lecture va s'approcher du débit oral, plus j'ai des chances d'accéder à mon stock lexical sémantique, c'est-à-dire que je comprenne les mots que je lis. Donc effectivement, il y a des petits entraînements pour les dyslexiques également où on peut essayer, tenter en forçant. Là, je rappelle que c'est un petit peu... Et puis, ça leur coûte beaucoup d'énergie. Donc, on ne fait pas ça 2 heures. C'est une histoire de 5 à 10 minutes. On prend, selon le degré de l'enfant, soit texte. Puis, il y a plein d'aides que je pourrais apporter sur la prise en charge de lecture partagée. Il existe tout un tas de choses. Mais enfin, bon, bref. On peut prendre un petit texte, si l'enfant est en CP ou en CE1, une petite phrase. Enfin voilà, on réduit la taille du texte par rapport au niveau de classe de l'enfant et on fait un travail vraiment spécifique d'entraînement à la lecture, de fluence de lecture, c'est-à-dire de rapidité de lecture. Alors l'enfant va décoder. On refait redécoder. Bon, il peut arriver que l'enfant décode le mot. Alors ça, c'est quand c'est une atteinte un peu sévère. Hein, et que 30 secondes après, on lui demande de relire le mot et rebelote, il va redécoder le mot avec les mêmes erreurs, etc. Ça, à ce stade-là, j'espère que vous comprenez bien que c'est un trouble quand même. Là, le trouble de la dyslexie est sévère, c'est-à-dire là, l'atteinte d'adressage est touchée et surtout l'atteinte au niveau de la procédure d'assemblage. Donc, effectivement, mais bon, alors, si on en est là avec cet enfant, on prend juste un mot. On réduit, vous voyez, on réduit. On prend un mot, on dit, bon, allez, bateau, alors, relis plus vite, bateau. Relis plus vite, bateau. Relis plus vite, bateau. Relis plus vite, bateau. Bateau. À un moment donné, vous allez entendre et voir chez votre enfant qu'il a accédé à son stock lexical, parce que bateau, c'est un mot qu'il connaît à l'oral. Quand vous aurez ce niveau de fluence de lecture, vous allez voir sur votre enfant ce que ça fait, parce que ça se voit. C'est-à-dire qu'on voit l'enfant dire le mot avec le débit naturel du mot au niveau du langage oral, et qu'on voit par son expression
ce qui manifeste et la façon, le débit par lequel il l'a sorti, on voit très bien qu'il a compris là le mot qu'il vient de lire. Voilà ce qu'on cherche à obtenir. Donc l'affluence de lecture, l'entraînement de l'affluence de lecture pour des enfants dyslexiques à la maison peut être de même nature pour des enfants plus grands. On va donc effectivement prendre un petit... Alors une phrase, ça je connais pas vos enfants, donc je peux pas vous dire où ils en sont. On va prendre une phrase selon les capacités de l'enfant, un petit texte et on fait préparer la lecture. C'est ce que font, c'est ce qu'on donne comme conseil aux enseignants dans les adaptations et les aménagements pédagogiques d'ailleurs. Un enfant, il ne doit jamais être livré en première lecture comme ça vis-à-vis de la classe, puisque la lecture, sa lecture n'est pas performante. Et ça me mettrait beaucoup en difficulté vis-à-vis des autres. Je vous ai expliqué en quoi il y avait un impact psychologique important chez ces enfants. Ça en fait partie. Donc, on fait travailler la lecture. L'enfant prépare la lecture et à un moment donné, il offre cette lecture aux autres. Voilà, donc à la maison, ça peut être tout à fait ça, c'est-à-dire on fait travailler, là c'est l'entraînement à la vitesse de lecture, l'entraînement pur et dur de la vitesse de lecture. On fait ça pas longtemps parce que ça demande un coût cognitif très très important chez ces enfants et vous verrez, ils sont fatigués. Et puis vous le verrez vous-même quand l'enfant, ils fournissent beaucoup d'efforts, ces enfants-là. Il faut les remercier, les féliciter, les valoriser le plus qu'on peut parce que vraiment, ce sont des enfants qui fournissent plus d'efforts que les autres. Et pour des résultats dont ils ne sont pas satisfaits, ni nous non plus. Donc voilà, il faut vraiment les valoriser du plus qu'on peut. Si je vais passer peut-être à la suite, si vous le voulez bien, parce qu'effectivement, c'est un peu long. Par ailleurs, le PowerPoint, il est construit de telle manière qu'à la fin, il y aura des outils et puis il y aura des liens quand vous aurez le PowerPoint que vous pourrez télécharger. Et de toute façon, il existe pléthore d'outils quand on veut fouiller et aller plus loin sur la connaissance de ces troubles. On trouve les informations et les renseignements. Alors, nous allons aborder maintenant dans la dyspraxie. Donc, Stéphanie est aux prises également avec un enfant souffrant de dyspraxie. Alors, praxie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en grec, toujours, la praxie, c'est l'action motrice. Alors, la praxis, c'est l'ensemble des fonctions assurant la planification, la programmation et les coordinations motrices globales et fines. On ne s'en rend pas compte, bien sûr, nous qui sommes sujets normaux. Mais par exemple, si je décide d'aller au frigidaire, eh ben, il y a mon cerveau qui a enregistré tout un tas de planifications de gestes moteurs dont je n'ai même pas conscience pour me diriger vers mon réfrigérateur, pardon. Vous voyez, donc il y a des enfants pour qui, donc dans la zone du cerveau concernée par les praxies, il y a une altération, un mauvais transport d'informations. Hein, la perception, l'intégration du cerveau ne se fait pas bien. Il y a souvent donc en jeu, ce que j'expliquais tout à l'heure, les fonctions visio-spatiales qui rentrent en jeu. On retrouve chez les enfants dyspraxiques une mauvaise perception de l'espace. Je reviens là-dessus parce que c'est vraiment à distinguer de l'acuité visuelle. On n'est pas là-dedans. On est sur la capacité du cerveau à traiter les perceptions visuelles et de les organiser spatialement en interne. Donc, c'est quand même des procédures complexes. Et ces enfants-là, malheureusement, ont des atteintes sur les fonctions visio-spatiales, ce qui n'arrange rien. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'organiser dans la perception de l'espace, dans le corps, la motricité donc globale. Ça peut être la motricité globale qui est touchée, pas forcément non plus. Il peut y avoir, en cas de dysgraphie, c'est une sous-catégorie de la dyspraxie. La dysgraphie, pourquoi? Parce qu'on est sur la motricité fine, et là c'est le geste graphique qui est en cause, c'est-à-dire là les enfants ont une écriture illisible, les lettres sont très hachées, mal liées, désorganisées dans l'espace, sur la feuille, en hauteur, en bas, sur les côtés, enfin vraiment il y a une désorganisation spatiale. Voilà. Donc ces enfants atteints de ces troubles, ils ont des difficultés, comme je vous expliquais, à adapter leurs gestes à un objectif. On repère ça chez les enfants alors
on peut dire une difficulté à se moucher, ça dépend de l'âge qu'on a, on est petit, etc. Mais non, on peut repérer des choses comme ça chez les enfants, des difficultés à s'habiller, à se moucher, à utiliser ou à manipuler des objets, des outils, les ciseaux, là on est sur la motricité fine, ou par exemple en sport, à être très gauche, les réceptions de ballons peuvent être très difficiles, c'est-à-dire la coordination motrice est entravée. Hein, les enfants n'arrivent pas, c'est-à-dire ils peuvent en avoir la volonté, mais leur corps, la coordination du corps, du cerveau et du corps ne se fait pas correctement, et donc il y a un différé, un décalage qui fait qu'ils ratent la réception du ballon. On peut remarquer aussi une désorganisation dans les affaires, beaucoup de maladresse. Alors ça, en classe, je dis ça aux enseignants. Vous savez, ces enfants dont la case est complètement brouillonne et des enfants très maladroits qui se cognent partout, dans les chaises, dans les tables, qui font tomber beaucoup d'objets. Les classeurs, c'est vraiment des brouillons, les feuilles sont dans tous les sens, pliées, etc. Ils manquent beaucoup d'autonomie, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à s'organiser dans leurs affaires. Donc sur le plan de l'écriture, le geste graphique, comme je vous l'expliquais, il est entravé, l'écriture elle est malhabile, illisible, l'espace mal investi, la liaison des lettres, hein, c'est très saccadé. Les difficultés viséospatiales que je vous ai évoquées, donc de la lenteur également, hein, parce que ces enfants, d'ailleurs, souvent, une grande fatigabilité, une mauvaise estime de soi qu'on retrouve. Ces enfants, généralement, ils vocalisent ce qu'ils ont à faire. Vous entendrez souvent des enfants dyspraxiques, ils bavardent. En fait, ils se disent, c'est par rapport à la boucle phonologique, c'est une façon pour eux de se donner un outil d'aide, quelque part, pour se raccrocher à une chaîne orale de ce qui se raconte, pour pouvoir planifier leurs gestes, etc. Les dyspraxiques, contrairement aux dyslexiques, ils accèdent plutôt aux apprentissages de la lecture. Ils accèdent à la lecture, les dyspraxiques, hein, souvent. Bon, ils peuvent cumuler une dyslexie. Ça, les troubles associés en trouble 10, bien souvent, il n'y en a pas qu'un. Il y en a un, et puis un peu d'un autre, etc. C'est rare d'avoir un trouble 10 pur. Mais généralement, effectivement, les dyspraxiques accèdent à la lecture, mais ont besoin, eux, d'autres repères et d'autres outils d'aide pour les aider dans l'organisation. Alors, quelles aides peut-on leur apporter ? Alors, c'est pareil, ce que j'ai expliqué, quand il y a des enfants qui subvocalisent comme ça ce qu'ils ont à faire, ils se repassent, ils se disent en tout petit comme ça ce qu'ils ont à faire, c'est pour vraiment les soutenir leurs efforts en termes de mémorisation. Donc, on s'appuie, on passe par le langage oral, là, hein, donc, il ne faut pas que l'enfant ait une dysphasie, sinon ça va être entravé également. Mais on passe beaucoup par l'oral, par ces enfants. On simplifie l'organisation matérielle. Effectivement, il y a des choses qui sont moins évidentes pour eux, c'est-à-dire au lieu d'avoir une trousse, etc., ben on va mettre un pot pour les crayons parce que c'est plus facile. Là, on se met à la place de l'enfant. Si je suis entravée et que je ne sais pas par où commencer pour faire un geste, effectivement, il faut que les choses matérielles soient organisées un peu pour moi ou facilitantes. Voilà, on facilite l'organisation de l'espace matériel, de la table, des feuilles, des supports. Donc c'est pareil, ils ont besoin d'avoir des aides d'organisation par rapport au tableau, par rapport à leurs feuilles. Ils ont besoin plutôt de fiches procédurales pour découper les étapes. C'est-à-dire que ce sont des enfants aussi, ça on retrouve bien souvent, hein, c'est des enfants qui ne peuvent traiter qu'une information, une par une en gros. Donc s'il y a trop d'informations, peuvent pas s'en emparer, on les noie. Mais ça c'est valable pour tous les troubles 10. Il vaut mieux séquencer les tâches, donc procéder par étapes. Hein, quand on leur propose un travail, d'abord 1, ensuite 2, ensuite 3, et on épure et on structure en fait les tâches à accomplir. Ça, c'est d'une grande aide pour eux. Ça s'appelle les fameux procédés méthodologiques. Hein. C'est comme des fiches de recettes ou des fiches procédurales en technologie. Pour construire quelque chose, je dois faire ça en premier, ça en deuxième. Ben, eux, ils ont besoin de ça presque tout le temps.
En sport, si l'enfant vraiment a des problèmes sur la motricité globale, etc., on va éviter de le mettre en échec devant ses pairs, etc. Et on va, pareil, proposer plutôt un rôle d'observateur, etc. Parce que sur le langage oral, et comme je n'arrêterai pas de le redire, ce sont des enfants intelligents et donc effectivement qui sont très pertinents à l'oral, qui comprennent très vite et très bien les choses. Alors, à la maison, eh bien, on va faire en gros ce que les enseignants font aussi à l'école, c'est-à-dire on verbalise beaucoup, ça peut être pour le rangement, la cuisine, on associe, c'est-à-dire qu'on apporte toujours le langage oral en secours. En fait, là, c'est en secours à l'enfant pour qu'il puisse s'organiser dans ses étapes motrices. Hein, donc, pour ranger la cuisine, bah, d'abord, tu ouvres le tiroir, parce que l'enfant, il peut vous en mettre partout. Bon, il peut ne pas avoir de problème dyspraxique, il vous emmène partout, j'en conviens, mais en l'occurrence, excusez-moi, je m'égare, en l'occurrence, dans ce trouble, effectivement, on aide l'enfant à s'emparer verbalement des choses, on lui dit, eh ben, tu ranges, tu vas d'abord au tiroir ranger les cuillères et les fourchettes, ensuite tu vas passer au second tiroir pour ranger les assiettes ou les verres, etc., etc. Donc on s'appuie là-dessus, on verbalise beaucoup, on formule les étapes pour l'enfant. Ensuite, on adapte aussi des choses au niveau, je disais, on facilite, on cherche des facilitateurs. Pour les vêtements, ça sert à rien d'expliquer à l'enfant s'il a un problème en motricité fine, les lacets, c'est pas vous qui allez régler ce problème. Hein. Là, on est du côté des praticiens et de la rééducation, c'est-à-dire des ergothérapeutes, des psychomotriciens. Ce travail va améliorer les compétences de l'enfant. Dans le développement des enfants, de toute façon, les compétences s'améliorent. Ça, voilà, je tiens quand même à vous le dire. Mais effectivement, on va faire des choses facilitantes, c'est-à-dire pour les vêtements, ben on va mettre des velcro, on va pas s'échiner et obliger à ce qu'il fasse ses lacets parce qu'il n'y arrivera pas et qu'il est en incapacité de construire peu ou prou cet apprentissage, ou s'il le construit, il le construira avec difficulté, avec plus ou moins de lenteur, etc. Mais il y arrivera un jour. Mais voilà, on est plutôt sur des choses facilitantes. Bien. Est-ce que je vous propose de faire une petite pause pour qu'on puisse voir vos questions et puis qui me permettrait de répondre à vos questions, de faire un point là d'étape, voilà. Donc je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes pour ensuite envisager la dyscalculie et le TDAH si nous avons le temps. J'espère que nous l'aurons. Voilà. Donc je vous propose une petite pause. À bientôt et à tout de suite. Une pause, allez, de 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Voilà. Merci.
Coucou, me revoilà. Bon, j'ai pris le temps de consulter un petit peu pas mal de questions. Vous avez été nombreux à en poser. Je ne pourrai pas y répondre. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Par contre, je les aurai par mail après, et je me ferai un plaisir d'y apporter une réponse écrite par la suite. Voilà, donc je vous propose de continuer parce qu'on a encore deux troubles à voir. Ensuite, il y a une question qui a été posée par rapport au second degré, justement, voir les dépistages, tout ça. Donc il y a quelque chose à la fin du diaporama pour effectivement clarifier les aides institutionnelles et voir comment... quels sont les centres ressources, enfin bon, voilà, quelles sont les ressources, en tout cas en termes de diagnostic, hein, comment fait-on. Donc ce que je vous propose, c'est de voir, de toute façon, ça va être beaucoup plus rapide, parce que là, j'espère que chez vous commence à se construire une bonne compréhension de que veut dire le trouble 10. Le trouble 10, ça veut dire une altération quelque part, quelle que soit la zone, qui empêche à l'enfant, à l'adulte, d'automatiser certains processus. En fait, c'est ça que je vous souhaitais que vous compreniez bien. Donc, écoutez, je poursuis donc avec la dyscalculie. Alors, la dyscalculie, c'est un trouble spécifique des apprentissages en arithmétique. Donc là, c'est effectivement les enfants, on va avoir des difficultés à ce que l'enfant comprenne le nombre, puisse lire les nombres, puisse transcoder le nombre, puisse opérer des opérations mentales, c'est-à-dire qu'effectivement, le calcul mental qui demande une mémoire performante, de maintien en mémoire, alors pas seulement la mémoire de travail, la mémoire à court terme, mais également la mémoire à long terme. Et c'est pareil, comme il y a une altération des zones du cerveau associées au nombre, hein, il y a un endroit dans le cerveau voilà, dédié à ces fonctions, il y a une automatisation de calcul réfléchi, de calcul partiel, des tables, etc. C'est extrêmement compliqué pour ces enfants. D'une part, de les enregistrer en mémoire, de les garder en mémoire, hein, qu'elles y restent dans la mémoire à long terme, et d'autre part, de les rappeler quand ils ont des opérations à effectuer, des calculs à effectuer, etc. Donc c'est une difficulté aussi également à résoudre des problèmes. Alors pas seulement si je mets de côté la prise en charge de la lecture d'énoncés, hein, là je suis pas sur la lecture, je suis sur les processus qui permettent à l'enfant de construire et de conceptualiser le nombre et l'arithmétique et tout ce qui va autour, les opérations et tout ce qui va se complexifier autour. Hein. L'apprentissage des mathématiques est également un champ très important dans les apprentissages. Alors, on distingue trois formes de dyscalculie. Effectivement, il y a toujours cette histoire de fonctions visuospatiales là, dans les fonctions exécutives, comme je vous l'expliquais en tout début de diaporama. Donc, chez ces enfants, on retrouve quelque chose un peu de l'ordre des dyspraxiques. Les dyspraxiques peuvent avoir une dyscalculie associée, enfin, et inversement. C'est-à-dire, il y a une difficulté d'organisation spatiale dans l'espace. Les opérations posées en colonne, etc. C'est des enfants, ils n'arrivent pas du tout à aligner les nombres. C'est pas qu'ils ne le savent pas, c'est que quand ils vont traduire cette demande ou cette consigne de poser une opération en colonne, eh bien très bien, on va avoir tous les chiffres décalés vers la droite ou vers la gauche, voire des choses tout à fait erronées dans les calculs. Voilà, il y a vraiment une désorganisation spatiale là du nombre et de l'organisation des opérations en colonne. Il y a des enfants qui ont du mal à reconnaître des toutes petites quantités. Les nombres jusqu'à 5, on dit qu'à peu près à l'âge de 5 ans, on appelle ça le subitizing. Vous irez voir cette histoire-là, c'est intéressant. C'est-à-dire que de manière tout à fait automatisée, l'enfant est capable de percevoir la quantité 5 de manière immédiate. C'est 5 doigts de la main, on appelle ça le subitizing. C'est vraiment un raccourci là, du coup, ça veut dire que cette quantité a été automatisée dans le cerveau et que l'enfant peut, une fois qu'il l'aperçoit, la traduire tout de suite. Donc
Donc, c'est une reconnaissance immédiate d'une quantité du nombre 5. Bon, ben, on voit que chez ces enfants, c'est extrêmement difficile. Si on leur demande, ils peuvent avoir 6, 7 ans, 8 ans, hein, combien j'ai de doigts sur ma main, ben là, ça va être compliqué. Bien sûr, j'évacue ce qui pourrait être un dyspraxique, parce qu'un dyspraxique, il va avoir du mal à se repérer également dans ses doigts, hein, comme j'ai tenté de vous le faire comprendre. Voilà, si on a quelque chose sur la motricité fine. Donc, ils ont du mal à dénombrer des collections, ils font des confusions, on retrouve des confusions visuelles, vous voyez. Ils peuvent lire 340 au lieu de 304, donc il y a une mauvaise perception des informations, hein, des mauvaises prises d'indices. Voilà, le cerveau ne traite pas correctement, la place est inversée, donc voilà, au lieu de voir 304, eh ben, ils perçoivent 340. Enfin, dans le cerveau ne traite pas bien la place du chiffre. On peut avoir une méconnaissance aussi du nom des nombres, hein, des difficultés à connaître ou à manier les nombres irréguliers de 11 à 16, par exemple. Voilà, on peut avoir une difficulté d'acquisition de ces nombres irréguliers, de ces mots nombres irréguliers. Voilà, manier les nombres, après sur les distances, les quantités, les conversions, tout ce qui arrive après au collège devient extrêmement compliqué puisqu'il y a beaucoup de tableaux à double entrée. Ça, ce sont des enfants qui ont énormément de mal à se retrouver dans des tableaux à double entrée. Et ensuite, les tables, hein, donc la spatiale, méconnaissance des nombres, et les tables, une incapacité pour l'enfant à vraiment automatiser la connaissance des tables de multiplication. Parce que les tables d'addition sont plus faciles, parce qu'il peut s'aider soit d'objets pour dénombrer, soit de ses doigts. Donc c'est beaucoup plus facile de retrouver les tables d'addition, c'est plus à la portée de ses enfants, et les tables de multiplication, là c'est une gymnastique impossible pour eux. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'en sont pas capables. En tout cas, leur cerveau ne leur permet pas, enfin en tout cas les difficultés, leur altération et leurs troubles ne leur permet pas d'avoir en mémoire à long terme, d'avoir ces acquisitions installées, voilà. Alors, quelles sont les aides qu'on peut apporter à ces enfants? Alors là, évidemment, le repère couleur, c'est quelque chose que vous retrouverez dans la dyslexie, dans la dyspraxie pour des choses, dans la dyscalculie, c'est-à-dire c'est une aide, c'est un indice supplémentaire pour faire comprendre, il y a toujours cette histoire de notion de compréhension, à l'enfant sur quoi on est. Donc si on décide d'une couleur, c'est plus facile pour lui, ça l'aide à repérer et à mettre d'ailleurs en lien ce qu'il sait, hein, parce que ces enfants sont intelligents. Donc on choisit une couleur pour distinguer, vous voyez, distinguer, ça c'est important, l'unité, les dizaines, les centaines. Voilà, lire ou faire lire l'énoncé, hein, pour que l'enfant puisse s'approprier dans une résolution de problème, par exemple, pour que l'enfant puisse s'approprier l'énoncé du problème et commencer à y réfléchir, et y apporter même si on l'étaye pas à pas, hein, même si on le guide, bon alors là ça parle de quoi, qu'est-ce qu'il faut chercher, etc. On laisse les outils à disposition, ça c'est une grande règle d'or, hein, que tous ces enfants aient leurs outils à disposition. Donc addition, les tables d'addition, les tables de multiplication, il y a des sites, notamment il y a des sites, le Cartable Fantastique, on a des fiches cartonnées avec pour la pose d'opération où le quadrillage est déjà organisé avec des repères couleurs et tout est organisé et c'est extrêmement facile là pour l'enfant de poser les chiffres au bon endroit. Préféré pour l'acquisition, hein, la conceptualisation, parce que voilà, conceptualiser le nombre avec tout ce qui va se complexifier dans les apprentissages pour la suite, ce n'est pas aisé. Donc, préférer la manipulation et le déplacement concret des éléments, hein, quand vous êtes en situation de dénombrement. Hein, dénombrer, c'est compter, hein, mais c'est avoir une quantité, c'est pas la suite numérique 1, 2, 3, 4, 5, la petite comptine qui est un support à la mémoire. Non, là, c'est dénombrer une quantité. Hein. Organiser donc les espaces feuilles, ça c'est ce que je vous disais pour les grilles avec repères couleurs. À la maison, eh ben, c'est pareil, on va
garder les outils auprès de l'enfant quand il va se mettre à travailler, des outils individuels de l'école, de l'enseignante, ou bien des affichages qu'il peut y avoir à la maison, hein, la frise des nombres, que l'enfant fréquente les nombres, les mots nombres, les nombres, des additions, que ça soit un petit peu des affichages qu'il est chez lui, ça ne peut que l'aider. Utiliser à la maison pour les parents qui auraient un enfant avec ce type de problème. Alors vraiment utiliser toutes les activités du quotidien. On est 6 à table, combien va falloir mettre de fourchettes, d'assiettes, de verres. Ça, l'enfant, vous pouvez charger l'enfant de ce genre d'actions concrètes. Ranger les courses, etc. À quel endroit? Alors là, j'ai combien? J'ai 2 boîtes d'œufs, il y en a 6 dedans. Vous voyez, il y a toute une tas de choses très très pragmatiques. On ne pense pas parfois, mais je suppose que maintenant, nombreux sont les parents qui y pensent malgré tout. Où on peut travailler l'enfant sur ces fonctions cognitives-là, comme ça, dans la vie de tous les jours, sur des actions pragmatiques du quotidien qu'on rencontre fréquemment tous les jours. Quelque chose aussi qui est bien et qu'il est utile de rappeler, jouer avec les enfants, passer par les jeux de société, c'est d'une grande richesse. C'est d'une grande richesse, ne serait-ce que dans le partage, ne serait-ce que dans les acquisitions et les renforcements des compétences que ces jeux permettent. Les petits chevaux, où il faut compter, il faut jeter le dé, il y a les constellations, le jeu de loi, tout un tas de petits jeux de société où le nombre est sans cesse sollicité, ou les constellations, ou voilà. Donc, il ne faut pas hésiter tous les jours. Ça peut servir pour construire et installer les compétences chez l'enfant, qu'il soit petit, plus grand aussi, bien évidemment, mais là, je songe plutôt aux plus petits, voire aux ceux en élémentaire. Et puis, il y a des jeux très complets qui peuvent tout à fait adapter aux collégiens, voire aux lycéens. Donc là, il ne faut pas hésiter à la maison, en tant que parent, d'utiliser toutes ces sortes de choses. Voilà pour la dyscalculie. Nous allons, alors j'aurai des choses après qui me permettra de répondre aux questions, parce que je me rends compte que je n'ai pas répondu à vos questions, mais c'est parce que dans le diaporama, il y a des choses qui concernent vos questions et qui vont intervenir après, donc on en parlera à ce moment précis. Le dernier trouble que je vais aborder avec vous, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Hein, donc là, il s'agit, c'est comment dire, le trouble 10 ou les enfants, les personnes atteintes de ce trouble, où c'est quand même le plus compliqué à gérer parce que ça dépend notamment de l'avec ou sans hyperactivité. Alors effectivement, moi dans ma vie professionnelle, j'ai eu à travailler et j'ai rencontré des enfants relevant des 2 catégories, c'est-à-dire une petite fille trouble de l'attention. Bah oui, l'attention, elle a une incapacité, notamment en lecture, à poser son regard, une dispersion incroyable, mais qui n'était pas agitée. Et j'ai eu affaire aussi à de nombreux enfants avec troubles du comportement, donc ce qu'on appelle, voilà, il y a une limite là qui est un petit peu particulière, qui est l'hyperactivité. Donc l'hyperactivité, c'est quand même une agitation. Donc qu'est-ce qu'on perçoit chez ces enfants? Donc ce sont les capacités attentionnelles qui sont excessivement fragiles, voire déficitaires. C'est une incapacité, une réelle incapacité. Hein. C'est pas un effet volontaire. Il peut y avoir une aggravation d'un effet volontaire. Je suis bien d'accord. Des causes psychologiques. Qui aggravent le trouble. Mais cela dit, c'est voilà, des capacités d'attention et de concentration excessivement courtes, une grande distractivité, c'est-à-dire que ce sont des enfants très sensibles aux stimuli sensoriels, auditifs, un enfant qui parle dans un coin, une règle qui bouge, une chaise qui bouge, une lumière qui s'allume, quelqu'un qui vient. Tout ça va venir perturber la concentration et l'attention de l'enfant.
Par ailleurs, on peut avoir à l'inverse une grande inhibition. Voilà, ça c'est le profil différent que je vous expliquais avec cette petite fille qui était plutôt dans une grande inhibition et qui avait un déficit vraiment de l'attention, même si elle n'avait pas d'hyperactivité. C'est pour ça que je vous ai écrit le distinguo. S'il y a hyperactivité, alors là c'est manifeste comme trouble, on le perçoit très rapidement, c'est-à-dire qu'il y a une agitation permanente et incontrôlée, verbale et ou motrice. Il peut y avoir les deux à la fois, soit l'une, verbale, soit l'autre, motrice. L'agitation, elle peut être modérée, mais sa particularité, c'est quand même qu'elle est continue. Donc effectivement, elle peut avoir un degré plus ou moins sévère, hein, l'agitation. Donc on a fréquemment associé de l'impulsivité, de la précipitation, une incapacité à se poser. Ça, ce sont toutes les conséquences de ce déficit d'attention. Bien évidemment, ce trouble, il peut être associé à d'autres troubles, hein, des troubles du comportement, des troubles de l'opposition, des troubles de l'anxiété. Et là, on a une répercussion vraiment dans les relations sociales. On a des enfants qui sont souvent en conflit, qui sont également des répercussions, qui acceptent difficilement l'autorité ou le respect des règles. Et puis, il y a des répercussions, bien évidemment, dans les apprentissages de la lecture, de l'écriture. Enfin, là, c'est dans tous les apprentissages, puisque l'attention est un processus qui intervient dans notre vie de tous les jours et tout le temps. L'attention, la concentration, ce sont vraiment des processus cognitifs importants qui interviennent dans tous les apprentissages que nous faisons. Donc là, c'est les TDAH, malheureusement, c'est extrêmement compliqué. Enfin, je vois que tous les enseignants, les familles aux prises, même ça mobilise plus de personnes dans les équipes, dans les écoles, etc. Hein, c'est bon parce que bien sûr il y a le corollaire du trouble du comportement, bien évidemment, mais cette agitation permanente et incontrôlée, moi j'ai eu des élèves en classe, mais alors bon épuisés et des enfants qui n'avaient pas de trouble de comportement par ailleurs, mais dans une agitation motrice et verbale ininterrompue. Je peux vous dire qu'au bout d'une journée, c'est très fatigant pour l'extérieur et c'est aussi très fatigant pour l'enfant lui-même. Hein, cette difficulté d'attention, il y a une très grande fatigabilité chez ces enfants, malgré tout. On pense que ça n'a rien de volontaire, comme je vous l'ai dit, mais également, ça entraîne chez eux une très grande fatigabilité. Alors, quelles aides apporter à ces enfants ? Alors, évidemment, il faut raccourcir les choses parce que ce genre d'enfant n'est bien souvent pas capable de mener une tâche jusqu'au bout. Il va être perturbé très rapidement par quelque chose. Donc, on aménage. Alors, je parlais des distracteurs, c'est valable pour d'autres troubles notamment ou d'autres... Bon, bref, les distracteurs, on va essayer d'éliminer l'environnement de l'enfant, on va essayer de l'épurer, on va essayer d'éliminer le plus possible, dans la mesure du possible, les distracteurs, quelqu'un qui rentre, une télé, une radio, des objets, des bruits, etc. On va essayer d'éliminer le plus possible de distracteurs externes. On peut utiliser ça porte ses fruits, ça j'ai mis en œuvre et ça fonctionne assez bien, un emploi du temps visuel, c'est-à-dire que là on exige de l'enfant, de toute façon on va exiger des efforts, et de toute façon cet enfant fournit également des efforts, bien souvent pour des résultats médiocres également. Hein. Donc, mais on peut mettre en place avec lui un outil visuel qui va nous permettre de lui fixer un temps, de visualiser ce temps où il va devoir faire beaucoup d'efforts pour se concentrer. Hein. C'est ce qu'on lui demande de faire pour réaliser une activité. Voilà, ça c'est aussi un bon outil. Il faut verbaliser, il faut faire reformuler, il faut faciliter l'écoute. C'est pas évident parce qu'un enfant qui est toujours en train de commenter, bah c'est difficile de l'arrêter. Mais il faut lui dire stop. Maintenant, tu m'écoutes. Voilà, il faut intervenir de manière un petit peu ferme et courte.
Faut rendre bien sûr le matériel attractif, mais ça c'est pour tous les enfants. Organiser pardon, l'environnement, je vous en ai parlé. Ces enfants, ils ont besoin de bouger. Quand l'agitation, elle est motrice, il ne sert à rien d'empêcher l'enfant de bouger. Pourquoi ? Parce que bien souvent, et puis alors je l'ai vu de façon nette en classe lorsque j'avais donné ce conseil à un enseignant, vous savez, ça nous... Comment dire, ça nous renvoie à quelque chose pas qui nous irrite, mais un enfant qui bouge tout le temps, qui n'arrive pas à se poser, quelque part, on a un petit peu désemparé d'ailleurs. Et on aimerait qu'il se pose, donc on essaye de le contraindre. Alors, plus on contraint, plus l'agitation va être massive. En fait, il s'agit à des moments de permettre à l'enfant de bouger. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin, parce que c'est une façon pour lui d'évacuer. Il y a plein d'anxiété, il peut y avoir plein d'anxiété en lui, mais c'est une façon aussi d'évacuer son agitation. De permettre de bouger le pied, de bouger quelque chose. Voilà, il a besoin en fait de bouger parfois pour se concentrer. C'est très paradoxal, mais c'est vraiment une réalité. Il faut vraiment encourager là également, ça j'y suis très très attentive avec vous, cette histoire d'impact psychologique, parce que c'est également pareil, ces enfants ils se construisent avec ces difficultés, ils pensent qu'elle vient d'eux, donc ils cherchent des réponses. Hein. Donc il faut, quand le trouble est diagnostiqué, il faut vraiment bien leur expliquer, il faut vraiment les encourager, les valoriser quand ils réussissent à faire quelque chose du début à la fin. C'est pareil sur le niveau de langage oral, sur des enfants très pertinents, eh ben, on discute avec eux, on explique les difficultés, on les amène à comprendre leurs difficultés. Et à la maison, eh ben, effectivement, il faut planifier plutôt l'organisation de la journée. Il faut prévoir, si c'est possible, des dépenses physiques, parce que la dépense physique va être aussi une sorte d'évacuation de toute cette agitation, de cette difficulté attentionnelle. On peut proposer aussi pour avoir des moments de plus calme, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, l'outil informatique, en tout cas l'ordinateur, c'est le paradoxe également, permet de poser ses élèves. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur demande une attention, là je le vois bien, je fatigue beaucoup, j'ai une attention très très partagée, donc un partage de l'attention qui doit être opérationnel, mon cerveau travaille beaucoup, donc ces enfants c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'ordinateur nécessite une attention partagée dans beaucoup d'endroits à la fois, et donc ces enfants restent posés devant l'ordinateur. Alors là, par rapport à l'ordinateur, des jeux éducatifs, mais ça peut être d'autres choses, des histoires en ligne, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses intéressantes. Par rapport à l'ordinateur, effectivement, je peux m'inscrire comment dire, avec tous les enseignants, etc., notamment en maternelle, où on commence à voir le dégât chez des enfants du trop d'écran. Qui viennent impacter le langage oral d'une manière très très significative, hein, dysphasie, voire autre chose, mais sévère. Donc voilà, l'ordinateur, oui. Par contre, il faut que ce soit les adultes qui régulent ces temps d'ordinateur et on se met d'accord avec l'enfant. Tu peux en faire 1 heure, 1h30, 3/4 d'heure, voilà. Mais l'important, c'est que cet aménagement, en tout cas cet emploi du temps, soit respecté. Ça, c'est pour les aides concrètes. Malheureusement, pour ce type de trouble, je n'ai vu, il existe évidemment une réponse qui marche bien, enfin qui fonctionne vraiment très très bien, à laquelle je n'adhérais pas a priori, et j'ai un petit peu revu ma façon de penser en ayant vu concrètement les résultats obtenus auprès d'élèves et d'enfants. Il s'agit de la réponse médicamenteuse. Mais là, je ne peux pas beaucoup plus vous en dire. Je ne suis pas médecin, hein, comme je vous le dis. Je suis une expert qui ne sait rien et qui continue à apprendre et qui partage avec vous le peu que je sais. Mais effectivement, j'ai pu constater moi-même, et nous sommes plusieurs à avoir pu constater, que la réponse médicamenteuse, dans des cas extrêmement sévères, peut être une réponse qui donne un répit à l'enfant, aux familles, aux enseignants, enfin bon, voilà. Mais là, vraiment, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est du ressort strictement médical. Très bien, nous avons attaqué, vu ensemble tous les morceaux, tous les troubles 10.
Nous allons conclure quand même, ça fait un petit moment que vous êtes avec moi, je vous étais peut-être un peu fatigué, voire un peu saoulé, vous êtes parti boire un café et vous avez fort bien raison, mais vous aurez loupé quand même quelques petites choses, mais ce n'est pas bien grave. Donc j'en suis là à la fin des conclusions de tout ce que j'ai abordé avec vous et des ressources que, alors elles sont, c'est bien sûr pas exhaustif parce qu'il en existe pléthore. Voilà, pour essayer de conclure, j'ai souhaité venir avec vous sur un petit peu les repères institutionnels. Comme je suis enseignante, je suis bien obligée quand même de vous parler un petit peu des repères institutionnels qui consistent à mettre en œuvre des adaptations, des aménagements pédagogiques en classe pour les élèves concernés par les troubles 10. Alors, je vais voir avec vous voilà les dispositifs institutionnels qui existent. Bon, la difficulté scolaire lambda, les enseignants savent ce que c'est, ça relève au sein de la classe, voilà. Les très grandes difficultés scolaires, celles qui interpellent, effectivement, là, au sein de la classe, toujours, on est toujours en lien avec la famille, bien évidemment. Il y a ces allers-retours enseignants, famille, équipe pédagogique, directeur, enfin voilà, qui existent au quotidien. Donc, il y a des mises en place d'outils qui s'appellent le PPRE, plan personnalisé de réussite éducative, où là, l'enseignant, au sein de sa classe, va cibler quelques objectifs et va s'atteler à faire développer ses compétences chez l'enfant tout au long de l'année. Voilà. Maintenant, dans le cas de familles où les troubles seraient avérés parce qu'ils ont été diagnostiqués, ils ont fait l'objet de bilans diagnostiques, hein, des bilans diagnostiques, que je le répète, qui peuvent être établis par soit une orthophoniste dans la plupart des cas pour tout ce qui est langage oral, langage écrit. En ce qui concerne les dyspraxiques, on a plutôt affaire aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens. On a effectivement affaire pour des bilans diagnostiques aux neuropsychologues, voire aux psychologues tout court pour un bilan psychométrique. Ensuite, il y a les centres référents du langage, il y en a un par région, habilité à faire des bilans diagnostiques poussés et précis concernant les troubles des apprentissages. Donc, voyez, là, le médical intervient parce qu'on est dans quelque chose, là, on pose un diagnostic. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de posé. Et ça, c'est très important, c'est une étape très importante pour les familles, pour les enfants, et à la fois pour le système éducatif, les enseignements, les écoles. Donc, quand le trouble, alors bien sûr, un trouble, comme je vous le disais, il ne peut ne pas venir tout seul. Bien souvent, on a des associations de troubles. Hein. Un enfant peut être atteint de plusieurs troubles 10, d'où la complexité, et puis le degré de sévérité du trouble. Quand, si le trouble est très sévère, si les ou les troubles sont très sévères, j'ai oublié de vous parler du projet d'accompagnement personnalisé. Bon, c'est pas grave. Quand les troubles, je vais y revenir, quand les troubles sont très sévères, on peut se diriger sur une demande de situation de handicap parce que à un moment donné, ça peut être invalidant pour l'enfant et handicapant pour l'enfant pour surmonter ses difficultés. Donc effectivement, là, on s'oriente sur une première demande de dossier MDPH avec ce qu'on appelle un PPS, un projet personnalisé de scolarisation. Et là, c'est l'équipe éducative aux côtés de l'enseignant référent qui vont réfléchir ensemble avec la famille, bien évidemment, à quelles aides proposer à l'enfant. Est-ce qu'il va avoir besoin d'un service de soins, d'une AESH, d'aménagement pédagogique particulier, de matériel informatique par exemple, du tiers-temps. Enfin, le tiers-temps, ça c'est autre chose, c'est le médecin scolaire. Mais voilà, on a le trouble en fonction du degré de sévérité du trouble. On a une gestion interne à la classe. Moi, j'ai rencontré des enfants qui n'ont eu besoin que du RASED, par exemple.
J'étais enseignante spécialisée classique, puis j'ai exercé en RASED. Maintenant, je m'occupe d'élèves en situation de handicap. Donc, j'ai eu à m'occuper d'enfants dyslexiques, mais qui n'avaient pas besoin particulièrement, juste le RASED, une enseignante spécialisée pris en charge 2-3 fois par semaine suffisait. Il y avait bien évidemment souvent des familles qui mettaient en place un suivi orthophonique, parce que là, la rééducation en ortho, les enseignants peuvent faire de la remédiation. En aucun cas, des enseignants ne font de la rééducation. Donc, ce qui a trait à la rééducation, c'est bien les professionnels de santé, professionnels de soins, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc. Le PAP, donc petit aparté, puisque dans mon... le PAP, c'est le projet d'accompagnement personnalisé. Alors là, pour l'avoir effectivement... avoir été en réunion d'équipe éducative, c'est sur la base d'un bilan diagnostique effectué par une orthophoniste ou un psychomotricien. C'est fait par, il y a une ordonnance de médecin qui préconise la rédaction par l'équipe éducative d'un plan d'accompagnement personnalisé. Cet outil est paru au BO en 2015. Il peut suivre l'enfant de la maternelle jusqu'au lycée et en fait, tous les items sont libellés sur OBO de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale et les enseignants cochent selon les besoins de l'enfant les items où l'enfant doit bénéficier d'aménagement et d'adaptation pédagogique. Mais c'est quelque chose, donc un document qui est interne à l'école entre la famille, le médecin scolaire ou médecin traitant, l'orthophoniste quand il y en a une, un psychomotricien quand il y en a une, la famille, et ce document reste dans le dossier et suit le parcours scolaire de l'enfant. Voilà. Bien évidemment, le degré, si un PAP parce que j'ai le cas en ce moment actuellement, si un PAP, on sent avec l'équipe, la famille, que le PAP n'est plus suffisant pour accompagner l'élève dans ses difficultés, bien souvent, il nous arrive effectivement de passer à l'étape supérieure qui est de rentrer dans une première demande de handicap, de situation de handicap. Voilà pour ces dispositifs institutionnels. Bien, je vous ai... Alors, ça n'a rien d'exhaustif parce qu'il en existe beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas mis l'INSERM d'ailleurs, sur lequel vous pouvez aller quand je parlais des IRM de cerveau, on voyait bien l'activation des zones, la mauvaise activation chez les sujets dyslexiques des aires du langage, par exemple. Donc la Fédération française des 10, qui est un site éminemment ressources sur le territoire français, AP10 78 qui a mis en ligne tout un tas d'adaptations pédagogiques pour les troubles 10. Ce que je vous disais, ce que je vous expliquais sur le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé, donc qui est paru au BO, donc là il est sur Eduscol, il date de 2015. Les troubles spécifiques des apprentissages, parce qu'on met un gros chapeau pour tous ces troubles 10, voilà, il y a Eduscol qui a titré un livret complet qu'on retrouve l'INSHEA, l'Institut National Supérieur du handicap, voilà, a mis en ligne ce petit dossier sur le trouble spécifique des apprentissages. Il y a un spécial C'est pas sorcier qui sera peut-être beaucoup mieux fait que ce PowerPoint, voilà, qui explique très très bien les troubles 10, surtout sur ce plan neurodéveloppemental. Je vous invite avec les enfants, il est destiné aux enfants, mais pas seulement, aux enfants et familles, je vous invite à le regarder. C'est une source de renseignement et surtout de compréhension, de vulgarisation de cette rare complexité quand même que sont les troubles 10. Et ainsi, les Canadiens sont très très... comment dire, au niveau de la recherche, sont très dynamiques, très actifs sur toutes les recherches qui concernent les troubles 10. Donc, je vous ai mis un lien, c'est l'Institut des troubles d'apprentissage, où effectivement, sur ce site, il y a plein de ressources qui existent pour essayer de répondre aux difficultés des enfants, voilà, atteints de troubles 10. Je vous remercie. Ah non, je vous avais mis quelques outils que j'avais sélectionnés. Donc, toc, 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 médaillon. Hop, médaillon.
Voilà, la méthode Borel-Mesoni. Donc, j'ai fait une sélection de 3 outils, mais c'était impossible, il existe bien trop d'outils. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme intérêt, cette méthode? C'est ce que je vous avais expliqué. Eh bien, c'est le rajout de la mémoire kinesthésique pour favoriser l'automatisation des sons étudiés par les enfants. C'est tout l'intérêt de cette méthode. Et après, les enfants se débarrassent très vite des gestes. Vous inquiétez pas, ça a déjà été mis en œuvre, c'est mis beaucoup en œuvre par les enseignants spécialisés, bien sûr. C'est des outils que nous connaissons bien. Et nous savons que ça apporte ses fruits chez ces élèves. Et d'ailleurs, de toute façon, à la base, il a été construit par Suzanne Borel-Mesoni pour les élèves en difficulté, je le rappelle. Ensuite, un autre outil dont moi je me suis beaucoup servi, que j'ai découvert par hasard, qui a été une mine de recherche, qui est assez un petit peu complexe également, mais qui a été vraiment quelque chose de formidable dans l'acquisition en lecture des enfants que j'avais, nos lecteurs, qui a été élaboré par un mathématicien qui s'appelle Caleb Gattegno. C'est lui qui est à l'origine de la lecture en couleur. Il a travaillé d'ailleurs avec Cuisner, un Belge, mathématicien également, qui s'intéressait beaucoup aux baguettes Cuisner, vous connaissez, de couleur pour les fractions, les nombres décimaux. Ça a conduit justement, là je vous ai mis un exemple du Fidèle. Donc moi j'ai vraiment utilisé, quand je vous explique les repères couleurs, pour aider les élèves à prendre des repères et à faciliter l'entrée en lecture. Donc c'est vraiment le modèle pour moi qui est intéressant à s'approprier pour soi. Je n'ai pas mis en place la méthode pure et dure. Non, ce que j'ai compris, c'était d'employer une couleur, un son, et tous les graphèmes, c'est-à-dire tous les signes écrits autour de ce son, j'utilisais une seule couleur. Donc l'enfant, quand je lui mettais un texte, on coloriait, par exemple, le son O dans le texte, il était écrit O, A-U, E-A-U, je mettais la même couleur. Donc là, l'enfant parvenait à lire le mot. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous ai redit d'ailleurs, parce que je l'ai dit au cours de mon PowerPoint, mais qu'il existait un petit logiciel, c'est sous OpenOffice, malheureusement. Enfin, c'est pas malheureusement, c'est un outil comme un autre, mais effectivement un peu moins performant, qui permet de mettre des repères et des facilitateurs d'aide à la lecture, des cuvettes, des couleurs, etc. Par phonème, par syllabe, on peut faire tout un choix différent. Ensuite, alors ça, la relation oral-écrit, ça c'était très intéressant, notamment pour des élèves de grande section, voire de CP et de CP. J'ai eu à faire travailler les élèves sur cet outil. C'est très intéressant cet outil parce que ce chercheur, André Ouzoulias, je suis vraiment dans la ligne de ce chercheur, c'est-à-dire dans la construction, on part de l'oral pour aller vers l'écrit. C'est comme ça que le monde s'est construit, que la naissance de la lecture et de l'écriture se sont faites, donc il n'y a aucune raison qu'on procède dans un sens inverse. Et là, cet outil, le Syllabozo, permet vraiment aux enfants de visualiser ces opérations mentales que nous faisons quand on joue sur les rimes, etc., les syllabes, qu'on permute, qu'on ajoute, qu'on supprime, etc. Donc ça, c'est un outil également très, très intéressant parce qu'il permet de le visualiser concrètement, cette opération conceptuelle, mentale et d'abstraction. Ça permet de le voir concrètement, donc c'est un outil très, très intéressant. Seb et Guagou, alors pareil, des chercheurs, Paour, chercheurs très connus sur la recherche en lecture, etc., des auteurs très intéressants, qui sont qui ont bien conscience effectivement des processus d'apprentissage, d'entrée de lecture, écriture, etc., et des aides de la façon dont on peut aider les élèves. Donc apprendre à trier, classer, catégoriser, ça va nous intéresser pour tout ce qui est les dysphasiques, le discours, l'accès au langage oral, le développement du langage oral. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne avec des catégorisations, et ça c'est très important sur le plan du champ lexical, du champ sémantique, que l'enfant arrive à conceptualiser comme ça, à catégoriser petit à petit les champs lexicaux, ça va lui servir voilà, tout au long de sa vie. Donc ça, ce sont des outils aussi, donc ils ont Catégo et puis ils ont Imagier, je crois, donc des sources d'images
dont on peut se servir pour faire travailler les enfants. C'est un outil visuel, donc ce sont des outils visuels intéressants, mais il en existe beaucoup d'autres. Ensuite, je crois que c'est tout. C'est le dernier outil que j'avais mis, hein, j'avais plus trop de place. Voilà, bon, eh bien, je vous souhaite à tous, j'espère que vous aurez passé un temps agréable en notre compagnie. Ça n'aura pas été très confus pour vous. J'espère que j'ai été assez claire, que j'ai réussi à rester assez claire et à bien vous faire comprendre de quoi on parlait quand on parlait des troubles 10. De vous avoir fait comprendre aussi par rapport à toutes les aides que nous avons évoquées, ben voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites malgré tout hein, pour aider ces enfants. Et puis d'avoir bien insisté sur les impacts psychologiques de vraiment là c'est essentiel pour moi de valoriser les efforts des enfants, leur concentration quand ils font un travail. Effectivement, j'ai rarement rencontré, ça je tenais à le dire, sur la pléthore d'enfants que j'ai eu à suivre, non lecteurs. Alors en grand groupe classe c'est différent, mais en termes de petits groupes, je n'ai jamais rencontré sur le nombre, depuis toutes ces nombreuses années, sur le nombre d'enfants que j'ai pris en charge, un enfant qui refusait d'apprendre à lire. Jamais, jamais, jamais. En classe, il pouvait le manifester, par exemple un CM2, parce que l'enjeu avec les autres élèves était, là c'est beaucoup plus complexe, mais en petit groupe, là, l'enfant manifestait qu'il souhaitait apprendre à lire. Donc, il ne faut pas hésiter. Si les enfants ne veulent pas lire, on passe par les bandes dessinées, les albums. On s'en fiche. Il ne s'agit pas de lire le dictionnaire ou un pavé. On passe par tous les modes, tous les types d'écrits qui existent. Ça peut être le journal, ça peut être le petit quotidien, petit journal pour les enfants. Les bandes dessinées, c'est une ressource. Il ne faut pas empêcher les enfants de lire des albums et des albums dessinés, puisqu'il y a beaucoup d'écrits malgré tout dans les bulles dedans. Et donc, à un moment donné, l'enfant, il voudra vraiment chercher à lire pour comprendre ce qui se dit entre les personnages. Bien, moi j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. C'était une grande première. Je vous prie encore de m'excuser de toutes les petites imprécisions ou des petits bugs de langage que j'ai pu avoir ou des petits oublis que j'ai eus, ça forcément. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir de vous faire partager ce que j'avais compris moi-même et puis ce qui est un petit peu le fruit de mon expérience par rapport à tous ces enfants atteints de troubles 10. Effectivement, voilà, j'avais de quoi vous en parler, il me semble. Merci à tous, à bientôt. Et voilà.